Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Dragon Mag, le dernier de la saison déjà. Et quelle saison nous avons vécu avec le doublé Coupe Championnat et cette fabuleuse troisième place en Ligue des Champions après une épopée exceptionnelle. La saison a été intense, belle, passionnante avec le club de Thierry Weisman. Nous allons dresser le bilan avec nos trois chroniqueurs du jour, les trois chroniqueurs que vous adorez le plus de cette saison, à commencer par l'incroyable Baptiste Deveau. Salut Baptiste. Salut Arnaud, salut à tous. Avec un dress code magnifique, nous Bah, avons le même. Les Messines sont partis en Guadeloupe en vacances. Je me suis mis un peu en mode vacances, voilà. Et bah ça te va très bien. En Merci. face de toi, Mathieu Anquinet. Salut mon Mathieu. Salut Arnaud, salut à tous. Un peu déçu d'être exclu du dress code, mais bon, on va faire les vacances dans la tête. Mais ça te va très bien aussi. Et puis Lucas Deslangles. Salut Lucas. Salut à tous, je suis pareil, je suis un peu déçu de ne pas être dans le même dress code, mais j'ai bronzé. Oui, et ça te va aussi très bien. En tout cas, j'ai envie qu'on profite pour cette dernière émission de la saison. Mais on va quand même commencer avec la première partie. C'est la première mi-temps. Alors messieurs, on a quand même souvent pesté cette saison sur la Ligue Butagaz Énergie, cette grande ligue. Mais quand même, il faut lui reconnaître qu'à la fin, c'est Manu Mayonade, le meilleur entraîneur de la saison. Mais Mathieu, ça s'est joué à pas grand-chose avec le Brestois Pablo Morel. 4 points exactement, 42% pour Manu, 38% pour son homologue du Finistère. L'écart ne reflète pas forcément le niveau sur cette saison. Mais à la fin, comme je l'ai dit, l'essentiel, c'est que ça soit Manu. Oui, on a beaucoup râlé sur les récompenses de fin de saison, notamment celles de meilleures joueuses. Moi, je reste un petit peu nostalgique de cette époque où on avait chaque poste sa meilleure joueuse de la saison qui permettait de récompenser beaucoup de joueuses, beaucoup de personnes, y compris sur le staff. Là, voilà, Manu Mayonade l'emporte à la fin. C'est assez honorifique. Cette fois-ci, c'est un titre qui est obtenu avec une partie du vote de ses compères qui ont été organisés dans les différents clubs. Donc ça permet quand même de redorer un petit peu la chose et pas avoir simplement un vote uniquement des fans et des internautes. Mais ça reste, oui, c'est honorifique, ça fait toujours plaisir en fin de saison que le coach du club soit récompensé. Alors Lucas, c'est une récompense individuelle, mais il faut y ajouter forcément Ekaterina Andriushina et Nicolas Jarzal, préparateur physique. Ouais, évidemment, et puis il faut même y rajouter même toute l'équipe, parce que sans les résultats sportifs, le coach... Mais au niveau management, c'est surtout comme ces trois-là. Oui, bien sûr, c'est sûr que Ekaterina Andriushina et Nicolas Jarza ont énormément participé à cette récompense. Et je trouve d'ailleurs qu'elle est juste. Et comme Mathieu disait, c'est bien aussi que ce soit ses compères entraîneurs qui ont pu participer à cette élection de meilleur entraîneur. Et aussi, on a pu voir que les différents supporters messins ont participé à la fête en votant pour les joueuses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Metz Handball s'est rattrapé un petit peu au niveau des votes. Et ça fait plaisir de voir que les supporters ont été présents sur les réseaux sociaux également. Alors Baptiste, c'est vrai que Emmanuel Mayonade, il commence à avoir une belle armoire à trophées au niveau individuel, mais il le dit lui-même, cette saison, clairement, en club, c'est la plus aboutie. Oui, avec, comme tu l'as dit dans la présentation, doublé coupe championnat et la troisième place, c'est la meilleure saison de Metz Handball et je pense que c'est la saison où il a pris le plus de plaisir dans laquelle il a entraîné et surtout ça marque aussi la fin d'un cycle. Je pense il s'est dit waouh, ce qu'on a vécu avec des Messines comme Méline, Orlan qui quitte le club à la fin, il se dit waouh, on arrive à la fin d'un cycle et on termine en beauté avec ces Messines et je pense qu'il a réalisé, je pense qu'il a mis du mal à réaliser que il avait fait quelque chose de très fort cette saison avec tout ce groupe et oui, je pense qu'il peut être fier de lui et de ce qu'il a fait cette saison avec tout le staff et toute l'équipe. Et puis les grands entraîneurs, ce sont ceux aussi qui savent rebondir, puisqu'on se rappelle que l'an dernier, Metz Handball avait terminé sur un 0 pointé. Là, c'est le doublé Coupe Championnat et il a montré de très belles choses en amenant Lucas, donc le club en Ligue des Champions à cette troisième place. Ça c'était formidable et je pense que c'était encore plus formidable pour vous trois notamment qui étaient sur place. Franchement c'était un week-end de fou, vraiment. J'étais un petit peu déçu moi de voir du coup la demi-finale, la défaite, mais je sais pas, je me suis senti tellement heureux devant cette petite finale, de voir qu'on avait pu reprendre des couleurs, qu'on avait directement rebondi, de voir qu'au final elles avaient rien lâché, qu'elles n'étaient pas abattues par cette défaite en demi-finale. Moi, c'est ce qui m'a rendu heureux et aujourd'hui pour le club, c'est vraiment magnifique parce que voilà, enfin, on peut noter une belle ligne au palmarès européen
du club qui en avait déjà ajouté une en 2012, hein, mais là en Ligue des Champions en l'occurrence. Donc pour moi c'est parfait et ça clôture bien cette campagne européenne. Alors parmi l'actualité, il y a aussi le recrutement qui se fait attendre, puisque c'est vrai que sur ce plateau, Thierry Weisman il nous a mis l'eau à la bouche, et malheureusement, on attend toujours cette pivot, ça on commence à en avoir malheureusement l'habitude, mais il nous avait également annoncé l'arrivée d'une demi-centre arrière-gauche, ça devait se faire. Et puis, patatras, Mathieu, encore une fois, finalement, façon un petit peu les bronzés, Metz Handball n'arrive pas à conclure. C'est ça, si on en croit les informations qui ont été dévoilées dans le Républicain Lorrain dernièrement, le club était sur le point de signer une joueuse et puis la signature a été un petit peu reportée, et il semblerait qu'il y a un club qui ait fait une offre supérieure à Metz Handball et que les négociations soient reparties un petit peu en arrière et qu'il faille être 2 fois plus convaincant pour faire venir cette joueuse. Ça devient une habitude à Metz Handball, malheureusement, c'est pas la première fois que ça se produit et effectivement c'est compliqué, on sait que Metz Handball n'a pas le plus gros budget d'Europe et qu'il faut sans arrêt être en compétition avec d'autres. Et malheureusement, pour Metz Handball, ça commence à tarder puisque la reprise, finalement, elle va venir très vite. Le 11 juillet, exactement. Et sans un effectif complet, ça va être très délicat. Est-ce que ça t'inquiète, Baptiste? Parce que c'est vrai qu'au poste de pivot, il n'y a que Sarah Bouktit, même si elle a fait une saison exceptionnelle. Elle on est va y encore très revenir. jeune, ouais. Et c'est vrai qu'au poste de demi-centre, il n'y a que Tamara Horacek, puisque Christina Jorgensen, à la base, elle est plus arrière-gauche que demi-centre. Donc c'est vrai qu'il manque quelqu'un vraiment à ces deux postes. Et ben quand on voit que les autres équipes européennes, Esbjerg, Győr se renforcent et que Metz Handball n'arrive pas à avoir un recrutement des joueuses de haut niveau pour aller jouer la Ligue des Champions, qui est toujours, on le sait, un objectif la saison prochaine, on s'inquiète vraiment. On sait que le recrutement commence en novembre, décembre, janvier, et là on est au mois de juin, mi-juin, fin juin, il manque 2 gros joueuses sur 2 gros postes, donc on s'inquiète vraiment, mais on sait que Metz Handball, la saison dernière, avait perdu 2 joueuses à la fin juste avant la reprise, à la préparation, donc avait su rebondir. Donc on pense que Metz Handball peut le faire. Mais là, ce qui est difficile cette saison, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle avec le départ d'Emissine, comme je le disais avant. Et donc c'était le moment de se dire, on repart avec des nouvelles joueuses tout de suite, on met un cadre directement. Sauf que là, on est juin. Comment tu veux créer un cadre aussi tardivement et comment tu arrives à créer une osmose autour dans un groupe? Et là, donc ça devient compliqué et je suis un petit peu inquiet pour Metz Handball. On peut penser que Metz Handball regarde vers l'Europe de l'Est, ou peut-être même la Russie, mais on sait aussi que Metz Handball n'a pas des moyens financiers exorbitants, et c'est peut-être ça aussi que le club de Thierry Weisman paye aujourd'hui face à des équipes, des clubs peut-être de plus gros calibre. Forcément que Metz Handball paye ce déficit financier, hein, et puis même vers l'Europe de l'Est, à mon avis, ça va commencer à devenir également compliqué parce qu'en termes d'effectifs, il faut respecter un certain nombre de joueuses étrangères. Donc à savoir si maintenant il va peut-être pas essayer de falloir essayer de chercher un peu dans le championnat français des joueuses françaises. Alors on sait que au niveau des joueuses françaises, la majeure partie, elles sont quand même chez nous. Hein, Est-ce que tu penses que Metz Handball doit essayer peut-être de racheter un contrat en France ? Eh ben, c'est quelque chose que Metz Handball ne fait pas généralement, mais est-ce que ça serait peut-être pas le moment de maintenant essayer de le faire parce qu'il faut s'activer, quoi. Il faut essayer de boucler une arrivée, surtout, notamment au poste de demi-centre. Et de pivot surtout. Et de pivot, oui, mais de pivot, moi je pense qu'on a le temps encore. Je pense qu'on peut encore plus attendre parce que pivot, elle va dépendre des autres joueuses. Un pivot, ça dépend des autres joueuses, alors qu'un demi-centre, c'est lui qui va construire le jeu. Donc si au 11 juillet... Il ne faut pas oublier que Sarah Bouktit est actuellement en compétition internationale, voilà. Alors a moins de vacances peut-être que les autres, donc elle a peut-être été un peu émoussée en tout début de saison. Moi, je pense prendre ça en ligne de compte aussi. Je pense que Sarah arrivera un petit peu plus tard, du coup sur la prépa, ne sera peut-être pas là au 11 juillet, hein, évidemment. Mais le problème, c'est que le demi-centre, c'est lui qui doit construire un peu le jeu et tout. Donc je me doute très bien qu'au 11 juillet, ça va être déjà du physique, de la reprise physique. Mais il va falloir quand même vraiment s'activer sur le poste de demi-centre qui, pour moi, me semble vraiment important. Au centre de formation, on a récupéré Merle Albers de Dortmund, qui, je ne sais pas si je l'ai jamais vu jouer, donc je ne sais pas si elle pourrait tenir ou pas la route en D1. Mais après, voilà, s'il faut composer avec elle pour 1 ou 2 matchs... ça serait préférable. À noter aussi que Merle Albers va louper une partie de la préparation parce qu'elle sera au mondial U18 fin juillet, début août. Donc elle aussi, elle va manquer une partie. Donc ça fait assez peu de pivots disponibles pour démarrer la préparation des Dragons. Sur le fait de racheter, pourquoi pas, le contrat d'une joueuse, est-ce que tu penses que c'est pas forcément dans les mœurs effectivement de Metz Handball, mais ça peut être une possibilité. C'est vrai que Metz Handball, je le disais, n'a pas forcément des moyens illimités, mais par rapport à des clubs comme Mérignac ou d'autres, où il y a des bonnes joueuses, je pense spontanément à Sofia Dean, la Danoise qui était à Bourg de
péage, pourquoi pas? Oui, j'ai pas forcément de joueuses en tête, mais effectivement, Metz Handball à ce stade ne doit plus se fermer de portes. On sait qu'il y a eu des situations un petit peu compliquées. On savait qu'il y avait une piste angolaise qui n'a pas abouti. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Il faut vraiment se fermer aucune porte parce que, eh bien, à défaut de trouver une joueuse du top niveau international, eh bien, il faudra quand même avoir des joueuses opérationnelles et efficaces parce que, eh bien, comme on l'a dit, Sarah Boutit, Merle Albers C'est très jeune, hein. pourront pas tout gérer seules et elles sont encore relativement jeunes. On ne peut pas faire reposer le poids d'un championnat, d'une Ligue des Champions sur ces joueuses-là uniquement. Il faut qu'elles soient bien entourées et ça va être délicat. Donc toutes les possibilités sont à prendre en compte. On peut faire confiance en tout cas à Manu et à Thierry Weisman pour trouver la solution. Metz Handball est quand même 3e au niveau européen. Ça serait quand même dommage de ne pas réussir à attirer de très bonnes joueuses. On passe tout de suite à la deuxième mi-temps. Alors je vous ai demandé à tous les trois de me donner la joueuse de la saison, le match symbole, mais également votre coup de gueule. J'ai envie vraiment que l'on termine sur une bonne note. Alors on va peut-être un peu se fâcher, mais on va commencer par le coup de gueule. Et sur ton coup de gueule, mon cher Lucas, je suis assez d'accord. Ouais, moi je suis un petit peu déçu de voir Orlan Kanner quitter le club. J'adore Kamila Misiewicz qui est aussi une très bonne joueuse, hein, il faut pas l'oublier. Mais là où je suis déçu, c'est un peu de la façon dont ça avait pu se faire. Voilà, donc Orlan qui reçoit une prolongation alors que Kamila Misiewicz avait déjà signé la sienne. On lui propose de rester numéro 3. À ce moment-là, Kamila, elle explose tout. Orlan joue exclusivement en défense. Ça a été fait sur une période où Orlan n'était peut-être pas à son prime. Et on voit que sur la fin de saison, Orlan est à son prime. Et c'est là où justement on se dit, est-ce que Metz Handball n'a pas fait une erreur, celle de garder Misiewicz aux dépens d'Orlan Kanner. C'est là où je suis un peu déçu, parce que pour moi, Orlan Kanner méritait cette prolongation et méritait de jouer plus régulièrement cette saison, notamment quand elle était un petit peu en retrait. Pour la confiance, c'était important pour elle. En plus de ça, on est dans un club français. De ne pas garder une joueuse française, ça me paraît un peu bizarre. Pour en avoir discuté avec pas mal de monde autour de moi, tout le monde me disait ça, que c'était pas normal de ne pas garder une joueuse française. Alors voilà, je suppose que Thierry Weisman, Manu Mayonnaud ont leur raison de ne pas garder Orlan Kanner, à tort ou pas, hein, bien sûr. Mais ce départ, il peut faire un peu peur parce qu'il aurait pu entraîner notamment aussi le départ de sa sœur, de Laura, hein, qui se voyait peut-être pas jouer sans sa sœur, qui avait peut-être aussi des propositions, qui se disait je suis à Metz, d'accord, c'est un très bon club, mais j'ai plus ma sœur, j'ai plus Méline, pourquoi je reste ? Donc elle aurait pu essayer de trouver quelque chose d'autre, de se rapprocher de sa sœur ou quoi. Déjà là. Et au niveau des blessures, Orlan, elle a subi certes une grosse blessure, mais Kamila Misiewicz, elle traîne des blessures depuis de nombreuses années, notamment au niveau des genoux. Et on le voit sur cette fin de saison, où il me semble qu'elle rate notamment les 2 matchs de la finale de Coupe de France et le Final Four, où elle apparaît sur le banc, mais elle ne rentre pas, même pas pour les 7 mètres, alors que d'habitude, elle les tirait aussi. Donc c'est à voir pour la saison prochaine. Sur cette saison, elle a quand même beaucoup moins tiré de G de 7 mètres, c'était plus Tamara. Je te coupe, c'est une très bonne analyse, mais je voudrais avoir comme l'avis de Mathieu, parce que n'empêche, il a fait un tunnel. Mathieu, c'est vrai, est-ce que le club, quelque part, n'a pas voulu attendre qu'Orlan Kanner soit rétabli peut-être à 100% parce que Lucas parle d'une période, c'était février-mars, elle n'était pas encore à 100%, mais on sait qu'après une grave blessure, il faut quasiment 1 an pour revenir à son maximum, et on le voit sur ce Final Four de Ligue des Champions, avec Bruna De Paula, c'est clairement la meilleure joueuse, Orlan Kanner. C'est le problème, c'est qu'on l'a dit, la période des recrutements, des transferts, etc. commence en novembre, ça commence de plus en plus tôt dans le handball moderne et forcément il faut faire des choix assez vite, assez tôt et il a fallu prendre en compte la situation telle qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire que Orlan n'était pas à son meilleur niveau. Après le club aurait pu faire le pari de dire c'est Orlan Kanner, elle a une éthique de travail, elle revient avec une grande volonté, elle a envie de revenir au meilleur niveau, ce qu'elle a fini par réaliser. Alors les performances qu'elle fait en fin de saison, est-ce qu'elle les fait pas aussi avec ce poids sur les épaules de se dire ce sont mes derniers matchs avec Metz, j'ai envie de marquer l'histoire, j'ai envie d'aller au bout des choses. C'est certain parce qu'on la voit entrer avec un petit peu les yeux brillants, elle le sait, elle le ressent. Donc peut-être que ça a un petit peu joué dans sa fin de saison, elle a joué sans aucune retenue, mais effectivement c'est un choix qu'on pourra peut-être regretter par la suite si il s'avère que Kamila Misiewicz est souvent blessée et a du mal à retrouver son meilleur niveau elle aussi. On verra bien la saison prochaine. En tout cas, le coup de gueule de Baptiste, j'ai envie de le savoir parce qu'il y a une petite incertitude, j'ai envie de voir, c'est sur les gardiennes de Metz Handball. Effectivement, j'ai choisi les gardiennes parce qu'on l'a vu malheureusement sur
la phase finale de la Ligue des Champions. Les gardiennes nous ont manqué, hein, quand on a des grandes gardiennes, hein, à Vipers, à Hager, et ben, ça fait la différence. Donc Et- c'est cet aspect-là. J'avais pas tout de suite compris vraiment le coup de gueule. J'attendais de voir, comme je te dis. C'est sur le manque de compétitivité lors du Final Four. C'est ça, et surtout l'absence. Voilà, on a choisi de prendre Grazadi, ce qui est un très bon choix, on ne pouvait pas refuser, mais s'enlever une gardienne pour aller jouer l'une des plus grosses compétitions que Metz voulait jouer et voulait, voilà, atteindre au moins la finale, s'enlever une gardienne, s'enlever une solution, et ben, j'ai trouvé ça vraiment dommage et ça fait beaucoup de mal à Metz Handball. Voilà, après on sait que Metz Handball, chaque saison, perd une gardienne sur blessure. Donc ça devient une mauvaise habitude du côté messin. Mais voilà, Mélanie Alter a quand même montré qu'elle pouvait assurer en championnat, qu'elle avait besoin de prendre d'expérience en Ligue des Champions. C'est ce qu'elle va continuer de faire dans les années à venir. Mais voilà, l'année prochaine, on aura 3 gardiennes, Camille Depuiset, Mélanie Alter et Atadou, hein, qui va revenir au mois d'octobre-novembre. Donc là, on aura 3 postes avec des joueuses de très haut niveau, hein, Camille Depuiset qui est un espoir et qui peut être très vite au haut niveau. Donc je pense que l'année prochaine, on est préparé, on évite les blessures, on va croiser les doigts. Donc là, ça a été dommage pour moi cette saison de s'enlever une gardienne quand on a su qu'Atadou se blessait au mois de février. Alors je vais rebondir sur vos 2 coups de gueule. Pour le mien, mon coup de gueule, c'est la malédiction des ligaments croisés depuis 2 saisons. Puisqu'on rappelle un petit peu tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. L'an passé, Orlan Kanor, Ivana Kapitanovic, Melvin Debat. Cette saison, Atadou, Sako et Majak. Pour un club comme Metz Handball, c'est vrai que ça fait quand même énormément, mais il n'y a pas de secret. On est tous d'accord pour dire que c'est certainement dû au calendrier dantesque. Bah, on avait calculé 60 matchs dans la saison. Oui, déjà, C'est ouais. plus d'un match par Ouais, semaine, ouais. hein, pour les Messines, et surtout celles qui jouent encore avec les équipes nationales. Puis, là, tu parles des Messines. Moi, j'avais fait une fois un article sur la globalité des joueurs et joueuses qui ont fait des ligaments croisés, mais on en retrouve une paire. Mais c'était pour moi, là, ces 2 dernières années, c'était affolant. Alors il y a le Covid dedans, Ouais. où il y a Mais eu ça- quand mais ça a même joué. une absence Ça a pendant joué. longtemps de jeu. Oui, donc effectivement, ça a dû jouer. Oui, mais regarde, cet été, elles ont joué les Jeux Olympiques pour la plupart, donc il n'y a même pas eu de repos. Là, c'est bien pour la plupart, ont un mois de vacances pour récupérer, mais la saison dernière, elles ont presque enchaîné 2 saisons de suite, hein. C'est pour ça que Sarah Bouktit, quand elle va rentrer de cette compétition internationale, il faut bien la mettre de côté, la protéger pour qu'elle soit vraiment compétitive dès le début de la saison en septembre. Toi, mon cher Mathieu, ton coup de gueule, c'est pas forcément une surprise puisque ça concerne cette fameuse Coupe de France Ouais. d'une manière générale. Ouais, ouais. Alors je vais vous présenter un paradoxe quelque part parce que on se plaint de tous ces matchs de cette saison qui est incroyable en densité. Mais moi, ce qui m'a un petit peu chagriné sur cette Coupe de France, eh bien, c'est les nombreux forfaits. On s'est retrouvé à avoir en finale des équipes qui n'avaient joué que 2 matchs sur la compétition, ce qui au final est bien mince pour créer de l'engouement et créer une dynamique. C'est une compétition qui a vraiment perdu de sa valeur, de son prestige. Et quand on voit que sur cette saison, par exemple, l'équipe championne en titre se retire parce que trop de matchs, parce que Covid, parce que beaucoup de choses, eh bien forcément c'est dur de donner du brillant et donner envie aux gens de suivre cette compétition qui manque aussi de communication, qui manque d'actualité. Et ça m'a un petit peu navré de voir qu'elle, quelque part, on l'a vu s'effilocher au fil de la saison avec des affiches qui auraient pu être intéressantes et qui finalement étaient annulées. Et pour finir avec un très beau match, bien sûr, entre Metz et Besançon, mais une compétition qui a été moins bien que ce qu'elle aurait dû être et ce qu'elle mériterait d'être dans les années à venir. Il y a Une peut-être un coup de... compétition clairement tronquée puisqu'il faut rappeler que pour s'imposer, Metz Handball a gagné 2 matchs. Ouais. Contre Besançon en finale et en demi-finale contre Chambray. Donc forcément 2 matchs pour gagner un trophée, même si ça n'enlève rien au succès de Metz Handball. Mais on prend, hein. Oui, on prend, mais c'est vrai qu'en termes de légitimité, c'est un petit peu difficile à comprendre. On passe tout de suite au match symbole de cette saison. Et toi, mon cher Lucas, ça y est, c'est fini, tu ne cauchemardes plus. Le titre est de retour à Metz Handball. Mais c'est bon, moi j'ai oublié mon périple de Brest la saison dernière, il est loin des rameaux maintenant, on a ramené la coupe. Donc je crois que c'est Méline qui le disait, on l'a récupérée, ça y est, elle est chez nous. Ouais, ça y est, pour moi ça Donc a ton été, match symbole, c'est cette finale retour. Bien sûr, ouais, c'est cette finale retour. Même le match aller, en fait, il me faisait peur. C'est vrai que quand je vois qu'au début du match, on était dedans sans trop l'être, on perd de 2 buts, je me dis, bon, Brest a remonté 7 buts l'année dernière, donc ça va. Mais là, quand on perd de 2 buts, je me dis, c'est bon, l'écart, il n'est pas assez suffisant pour Brest. Chez nous, avec le public, elles vont pas le faire. Puis on arrive, je suis pas serein. De tout le match, je suis pas du tout serein. Je me dis, non, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. On gagne, après on repère, après on revient à égalité, plus un, moins 2, plus un, moins 2, tout le long. J'en pouvais plus, et à la fin, je vois qu'on passe, et là je me dis c'est bon. Et là c'était explosion de joie, j'avais l'impression d'être champion de France, hein, je te le dis. Alors que, Bon, on t'a vu sur le terrain, t'étais presque... Ah, mais j'étais presque champion de France. Oui, bah oui.
À un moment, j'ai voulu venir pour avoir ma médaille, ils me l'ont pas donné. Mais tu as fait des photos, je crois, pour Ouais, bah oui. immortaliser ce moment. Mais il fallait bien. On passe du championnat à la Ligue des Champions, pour nous trois d'ailleurs. Baptiste, toi tu voulais revenir sur le match nul entre Metz Handball et Crime Mercator. Le match en retard de la 10e journée qui a été joué au mois de février. Pour moi, c'est un tournant dans la phase de Ligue des Champions de Metz Handball. C'est en cas de victoire, Metz Handball s'assure presque la deuxième place, parce qu'on sait que la première était réservée à Győr avec toutes ses victoires. Et ça se joue entre Vipers et Metz Handball. Malheureusement, le premier mi-temps, on le voit sur ces images, Metz Handball domine, Kapitanovic fait des arrêts. À la mi-temps, elle rentre avec deux buts d'avance. Et deuxième mi-temps, on débute. Les Slovènes reviennent, recollent, passent devant. Et on va le voir sur ces images-là, c'est les Canors qui vont égaliser pour revenir à 27 partout. Avec ce magnifique jump de Laura Canor. Laura Canor. Et après, ça va se jouer pour prendre la victoire. Et ben, malheureusement, la gardienne slovène va arrêter ce point. Match nul 27-27. Metz Handball passe devant, mais va perdre le dernier match contre Moscou et perdre cette troisième place. Mais cette troisième place, grâce ou à cause de Rostov qui se fait malheureusement virer de la Ligue des Champions à cause du conflit russo-ukrainien, Metz Handball va directement pour le Final Four avec sa victoire face à Dortmund. Donc pour moi, c'est un match symbole de la saison de Metz Handball. Parce que c'est vrai que si Metz Handball s'était imposé ce jour-là, Metz Handball aurait certainement terminé deuxième. Mais rien ne dit qu'avec la deuxième place, Metz Handball aurait été au Final Four, puisque Metz Handball aurait affronté Crime Mercator, renforcé par Anna Gross. Donc voilà, donc pour moi c'est un match charnière cette saison. Alors Mathieu, comme d'habitude, il fait pas comme les autres. Lui, il a décidé de choisir une défaite. Eh oui. J'ai choisi le match entre Metz et Győr, la réception de Győr à Metz. Une défaite de Metz Handball, de quelques buts. On est encore en début de saison, on est au mois d'octobre, la saison est jeune et il fallait un petit peu un match référence. Les Dragons sont présentés avec un vrai caractère, une vraie dynamique sur cette rencontre-là, si bien qu'elles ont un petit peu regardé Győr dans les yeux. On a vu du beau jeu, on a vu des belles choses se passer. Pourtant, les gardiens de Messine n'étaient pas en réussite ce jour-là. Et malgré tout, Győr a peut-être pu douter par moments dans cette rencontre. Et il a fallu que ce soit Estelle Zeminko qui prenne feu en deuxième mi-temps pour vraiment redonner l'avantage aux Hongroises et faire basculer la rencontre. Mais à ce moment-là, on a pu jauger vraiment le niveau de Metz Handball cette saison, la qualité que pouvait avoir ce groupe. Et il faut aussi rappeler qu'à cette époque, l'aile droite n'avait pas été complétée, Adriana Cardozo n'avait pas été encore recrutée. Donc on jouait encore avec Emma Tuchela et Debbie Bond. Et Debbie Bond, bien sûr, mais surtout Emma Tuchela, 17 ans, qui découvrait la Ligue des Champions et se retrouvait contre les plus grandes joueuses d'Europe. Donc, effectivement, c'était un petit peu délicat comme situation. Et Metz Handball avait, malgré tous ces facteurs, réussi à regarder Győr dans les yeux. C'est une défaite, on n'aime pas ça, les défaites à domicile encore moins. Mais pour moi, c'était assez fondateur de ce que pouvait montrer Metz Handball. Alors, mon match symbole, pour moi, c'est le dernier, avant la finale de la Coupe de France. C'est donc cette troisième place remportée face à Esbjerg lors du Final Four de la Ligue des Champions. Tout simplement parce que ça valide vraiment la progression de Metz Handball sur la scène européenne, puisqu'il y a 3 ans, Metz Handball avait terminé 4e. Cette fois-ci, avec cette victoire, Metz Handball revient avec une médaille. Et encore une fois, ça valide vraiment tout le travail, toute l'épopée réalisée par les copines d'Ivana Kapitanovic. On termine cette émission avec la joueuse de la saison. On a encore quelques minutes. Évidemment, on n'est pas d'accord. On va commencer par toi, Lucas. Je pensais que tu allais nous sortir Bruna De Paola. Pas du tout. C'est finalement Sarah Bouktit. Ouais, Sarah Bouktit, parce que c'est une révélation pour moi. On ne l'attendait peut-être pas forcément à ce niveau-là cette saison. On n'attendait peut-être pas forcément qu'elle ait autant de temps de jeu non plus cette saison, parce qu'on le rappelle, il devait y avoir Olga Perederi qui a dû arrêter sa carrière suite à des problèmes de genoux. Donc Sarah, de base, a été 3e pivot, et au final, elle est 1 bis, j'ai envie de dire, parce que aujourd'hui, on ne peut plus la considérer comme la pivot numéro 2 ou la pivot numéro 1. Elle peut aussi, elle a très bien joué tout au long de la saison, et son match référent, je pense que c'est celui à Vipers où Astrid prend rouge assez rapidement dans la partie et qu'elle est lancée dans le grand bain. Alors, on voit même faire des contre-attaques, c'est assez rare pour un pivot, mais Sarah Bouktit en a réalisé pas mal. Et pour moi, c'est la révélation de cette saison. Elle est très jeune, elle a encore beaucoup de travail à faire pour progresser. Et moi, j'attends la saison prochaine parce que après la révélation, il faut la confirmation. C'est souvent le plus difficile. Et c'est le plus difficile. Donc, à voir avec qui déjà elle sera associée aussi l'année prochaine.
et à voir comment elle va se comporter pour sa deuxième saison en professionnel. En tout cas, elle mérite bien son surnom de boule de feu. Baptiste, toi, sans surprise? Chloé Valentini. Eh ben si, une surprise, Baptiste. Pourquoi Chloé? Pourquoi j'ai choisi Chloé? Donc elle arrive, c'est sa première saison à Metz Handball. On l'attend un petit peu au tournoi, elle est championne olympique. Elle remplace Manon Ouet sur ce poste d'ailière gauche. Et j'ai trouvé que c'était l'une des joueuses les plus régulières cette saison. Elle a apporté beaucoup de choses, à la fois par son caractère, ses contre-attaques, dans son système de jeu où elle allait souvent décrocher, apporter des solutions sur son côté. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Son état d'esprit, on l'a vu, elle s'est très vite intégrée dans le groupe messin. Elle a tout de suite rentré dans le moule et elle s'est vite accommodée à l'équipe de Metz Handball. Elle a marqué plus de 78 buts en championnat, 38 en Ligue des Champions. Voilà, Monsieur Stat est de retour. C'est ce que j'allais dire. Voilà, donc c'est pas n'importe quoi pour l'ailière gauche. Donc j'ai trouvé vraiment régulière, beaucoup dans la proposition. Et elle a aussi tenu son rang, hein, championne olympique et on a à 25 ans avec de l'expérience. Donc je trouve qu'elle a été complète, rassurante de son côté et qu'elle a formé une très belle paire avec Laura Canor. Et on espère que ça va continuer la saison prochaine. Avant de terminer avec toi, Mathieu, parce que je sais que tu n'es pas d'accord avec mon choix, j'ai choisi Louise Burgard, qui pour moi a été la plus régulière de la saison. Alors on est tous d'accord, elle est passée à côté de son Final Four de la Ligue des Champions, mais pour moi elle a été là dans tous les moments, et c'est vraiment la joueuse qui montre l'exemple, même quand l'équipe n'est pas forcément bien. Akrim Mercator, elle a pris ses responsabilités. Lors du match aller à Brest, c'est la seule joueuse qui a surnagé, et lors de cette finale retour, pour moi elle a été aussi performante. Et on peut penser que ça sera peut-être la capitaine de la saison prochaine, peut-être Tamara Horacek. Et donc, je te donne la main, mon cher Mathieu, parce que d'une capitaine à une autre, pour toi, c'est Méline Nokandi, la meilleure joueuse de la saison. Et il faut remettre l'église au milieu du village. T'es sûr qu'elle allait me sortir une phrase bateau? Non, mais pour moi, c'est clairement Méline Nokandi. Pour être très franc, et elle nous regarde peut-être, on en débattra, mais Elle est en vacances. elle est en vacances, elle nous regardera plus tard. Mais Méline Nokandi, j'avais des doutes sur son rôle de capitaine en début de saison. Très honnêtement, je n'étais pas persuadé qu'elle ait l'étoffe qui va avec ce statut. Non pas qu'elle soit une mauvaise joueuse, bien au contraire, elle a un talent énorme. Mais c'était vraiment dans le leadership, dans son attitude sur le terrain. Je la sentais plus en retrait, capable de booster par ses coups de feu sur le terrain, mais pas dans le vestiaire et au niveau de ses coéquipières. Elle a énormément évolué. Je l'ai vraiment vu se transformer cette saison. Elle a vraiment emporté l'équipe avec elle. Elle a joué malgré les blessures. Elle a joué dans toutes les situations. Baptiste le disait tout à l'heure, elle a joué les JO aussi l'été dernier, donc elle a enchaîné 2 saisons. Et malgré tout ça, eh bien, elle a réussi à aller au bout des choses avec Metz Handball. Et c'est une saison assez fantastique pour elle. Et on se souvient de la gronde qu'il y a eu au moment de l'annonce de son départ. Mais je pense qu'avec le recul, on peut très bien accepter qu'une joueuse pareille ait besoin de voir autre chose et de se développer aussi humainement à côté du sport, tant elle donne sur les terrains et tant on l'a donné en jaune et bleu. Et elle adore Dragon Mag, Ouais. Elle nous le dit à chaque fois qu'on la croise. En tout cas, merci messieurs d'être venus pour cette dernière sur ce plateau. Je tenais à remercier évidemment tous ceux qui ont participé, notamment les chroniqueurs, Laura Maurice, Rémier Alézine, mais également Léa Guillou de la communication de Metz Handball, et puis tous ceux qui œuvrent du côté de Moselle TV en coulisses, en régie. Alors je vais essayer de n'oublier personne. René-Anne Hauser, Lorraine Folio, Pierre Consiglio, Cyril Magie, Pascal Benzineb, mais surtout Gabriel Chemin et Lola Wagner qui ont quasiment été de toutes les parties, de tous les matchs cette saison, que ce soit aux arènes de Metz et à Budapest. Et je vais rendre l'antenne, mon cher Mathieu. On se retrouve la saison prochaine pour une nouvelle saison de Metz Handball et évidemment de Dragon Mag. Bye bye. Bye bye. ça.